Écoutez, je vais commencer par pour remercier les organisateurs et puis notamment Sophie avec qui j'ai eu l'occasion de discuter sur la présentation. Donc merci de cette invitation et je suis très contente, heureuse d'être avec vous matin pour cette première journée d'un réseau, je ne sais pas comment vous l'appelez, hein, c'est pas cluster, réseau, enfin voilà, réseau interdisciplinaire et je suis très sensible à l'interdisciplinarité des SHS entre elles et des SHS avec les autres disciplines non SHS. Alors quand Sophie m'a proposé d'intervenir, j'avoue que j'étais un peu sceptique, en me disant bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter dans ce cadre-là, donc santé du futur, industrie du futur, par rapport aux travaux que je mène en économie. Donc c'était pas évident, et puis je me suis dit en réfléchissant que j'allais, si on était venu vers moi, c'était pour parler plutôt d'incertitude et puis de certains comportements qui m'intéressent, notamment des comportements de prévention en santé, dans une approche interdisciplinaire. Alors, je vais pas faire de l'interdisciplinaire, je vais rester économiste puisque c'est ce que je suis, même si je me nourris de travaux de chercheurs qui ne sont pas forcément en économie. Et je me suis dit, je vais vous présenter en fait la manière dont un économiste ou une économiste, en tout cas, envisage ces notions d'incertitude et comment est-ce que l'incertitude peut être intégrée en santé. Donc pour ça, je vais revenir un peu sur comment est-ce que on représente finalement ces situations en économie sous la forme de ce qu'on appelle des modèles de décision. Donc Sophie en a un petit peu parlé, donc je vous promets, je ne fais pas mettre d'équations mathématiques dans mes diapos, hein, ne vous inquiétez pas, mais je vais quand même essayer de vous expliquer ce qu'il y a derrière toutes ces formalisations et ces modèles. Et puis, donc dans un deuxième temps, je reviendrai sur ce qu'on appelle également l'économie comportementale et comment est-ce que ça a venu modifier en fait la manière dont on représente ces situations d'incertitude, avec les développements notamment récents de ces théories. Et puis, une fois que je vous aurai présenté ces théories de la décision, je vais vous présenter quelques résultats et la manière dont on utilise ces modélisations en santé, notamment en prévention santé. Et puis, on terminera par une conclusion qui serait plutôt des questions ouvertes qui permettront éventuellement un échange. En tout cas, je vous livrerai en fait les questions un certain nombre de questions que j'ai actuellement ou depuis déjà quelques années dont on n'a pas forcément les réponses. Donc très très rapidement, il y a eu des développements très récents en ce qu'on appelle la théorie de la décision qui ont finalement amélioré la manière dont on formalise ces situations d'incertitude en économie, avec notamment un rôle de plus en plus important qui est accordé à cette notion de croyance, sur lequel je vais revenir, sur le fait que les individus, ce qu'on appelle les agents effectivement en économie, en tout cas, accordent. En fait, ils sont dans une situation où, je vais revenir en fait sur cette notion où il n'y a pas forcément de connaissance des événements, on n'a pas de probabilité sur certains événements, donc il y a des croyances et cette idée, ce concept de croyance, en tout cas, est de plus en plus présent dans les travaux en économie. Et donc les modèles actuels cherchent en fait à analyser pour mieux comprendre les comportements des individus qui font face à ce qu'on va appeler des risques qui sont mal connus, voire pas connus. Alors, comme ça a été dit par Sophie précédemment, en économie, depuis les travaux de Knight en 1921, donc ça commence à remonter, on a tendance à distinguer en fait deux situations aléatoires. Ce qu'on va appeler la situation du risque, pour nous, est une situation très particulière, une situation dans laquelle en fait on a la possibilité en tout cas les individus, alors les agents économiques, hein, donc ça peut être les individus, mais ça peut être également les entrepreneurs
et l'autorité publique ont la possibilité, donc connaissent l'ensemble des conséquences possibles, ce qu'on appelle les outcomes possibles. Donc je vous ai remis une citation en anglais pour présenter cette situation de risque. Donc ils connaissent en fait toutes les conséquences de leurs actions et surtout ils connaissent en fait les probabilités associées à ces conséquences. Typiquement, si je prends un exemple de jeu, je vais faire comme ce qu'on fait souvent avec nos étudiants. Si on prend le jeu de pile ou face, si j'ai une pièce qui est pas truquée, je sais que si je lance ma pièce, j'ai une chance sur 2 d'obtenir pile et une chance sur 2 d'obtenir face. Donc je connais parfaitement la probabilité d'obtenir pile ou d'obtenir face. Je suis dans une situation de risque. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement depuis quelques années, ce sont des situations d'incertitude, c'est-à-dire qu'en fait on ne connaît pas la probabilité qui est liée à un événement. Donc si la pièce est truquée, je ne saurais pas vous dire si j'ai une chance sur 2 d'obtenir face plutôt, ou une chance sur 2 d'obtenir pile. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on a de plus en plus, en fait, on est dans des situations où les individus notamment sont plutôt dans une situation d'incertitude que de risque, ils ne sont pas forcément capables d'avoir ces probabilités, en tout cas de les connaître, et même si elles existaient, de toute façon, on n'a pas l'information suffisante pour on ne connaît pas en fait ces probabilités. C'est typiquement le cas du changement climatique, par exemple, où finalement pendant la période Covid, parce qu'on avait, c'était un événement qui n'avait pas été forcément anticipé, les individus n'avaient pas connaissance de la probabilité de contracter la maladie. Donc on est dans une situation d'incertitude. Donc on peut réfléchir à l'incertitude comme une situation aléatoire dont on ne connaît pas en fait, dont on n'a pas une connaissance pleine et entière, mais on peut également concevoir l'incertitude comme une situation d'incertitude stratégique. Alors je ne vais pas en parler dans cette présentation, mais je voulais quand même vous présenter cette situation qui correspond à une situation dans laquelle les individus ne connaissent pas le comportement des autres, et ça représente une incertitude puisque le comportement des autres peut avoir une influence sur leur comportement, leur choix et finalement leur bien-être. Parce que ce qui nous intéresse toujours derrière, c'est le bien-être des individus et de la société. Et donc là, on va parler d'incertitude stratégique. Ce qu'on va retrouver également pour les entreprises, alors je parlerai beaucoup plus des individus parce que c'est l'objet de la présentation et il se trouve que je suis beaucoup plus sensible aux individus qu'aux entreprises, mais bon, ça c'est très personnel. Mais les entreprises, c'est pareil, font face à des incertitudes stratégiques, ne savent pas si telle entreprise va entrer sur le marché ou pas, et ça va jouer en tout cas sur leur stratégie, de différentes stratégies possibles. Donc c'est également une source d'incertitude pour des agents économiques. Donc on a des situations comme ça de risque et d'incertitude, et ce que l'on fait en économie, c'est qu'on propose des modèles de décision, c'est-à-dire qu'on va proposer de formaliser en fait ces situations de risque et d'incertitude et de formaliser les décisions, les comportements des agents, des individus dans ces situations. Pour être un petit peu rapide, le modèle, on va dire, de référence en économie, il commence à dater un peu, il date du milieu du XXe siècle. C'est le modèle qui est dit du modèle d'espérance d'utilité qui a été introduit par deux auteurs qui sont von Neumann et Morgenstern, et qui a été ensuite repris dans une situation d'incertitude. En tout cas, on a un modèle assez similaire par Savage en 1954. Ce qu'on peut retenir en fait de ce modèle de décision en risque et en incertitude, c'est qu'il y a une séparation complète entre les probabilités ou les croyances et les conséquences différentes situations. Deuxième peut-être caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de distinction réelle entre le traitement des situations de risque, comme je vous l'ai défini précédemment, et les situations d'incertitude. En fait, c'est traité exactement de la même manière. On va considérer que en incertitude, plutôt que d'utiliser, on peut dire,
des probabilités objectives, donc plutôt d'utiliser les probabilités de j'ai une chance sur 2 d'avoir pile, une chance sur 2 d'avoir face. Si je ne sais pas si j'ai ma pièce qui est truquée, eh bien, je vais faire comme si j'avais des probabilités, mais qui correspondent en fait à des croyances, à des probabilités subjectives. Évidemment, ces probabilités subjectives, elles sont différentes d'un individu à un autre. Moi, on va me présenter une pièce truquée, je vais me dire, bon, bah, en fait, je dois avoir une chance sur 3 peut-être d'avoir pile, et puis 2 chances sur 3 d'avoir face. On n'explique pas pourquoi, mais on peut imaginer ça. Et puis, si je prends quelqu'un d'autre, il va dire, bah non, parce que je ne sais pas pourquoi, je vais penser plutôt que j'ai une chance sur 6 d'avoir pile, et 5 chances sur 6 d'avoir face, enfin, peu importe. Donc, tout se passe comme si on travaillait avec des probabilités, mais qui ne sont pas les vraies, qui sont des probabilités subjectives des croyances. Mais on traite ça exactement comme une situation de risque. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est assez pratique. Donc il y a un certain nombre d'avantages à utiliser ce type de modèle. Donc c'est pratique d'avoir le même type de traitement en situation de risque et incertitude. On va pouvoir utiliser les mêmes outils, les mêmes méthodes, les mêmes concepts en fait pour analyser économiquement une situation de risque et d'incertitude. La règle de décision qui est proposée, sans entrer dans les détails, elle est assez simple. En fait, elle ressemble à quelque chose comme une moyenne pondérée. Donc, c'est facile aussi à utiliser. Alors, évidemment, on n'est pas complètement naïf en économie. On sait bien que les gens ne sont pas là en train de faire des calculs de probabilité lorsqu'ils choisissent telle ou telle décision. L'idée, c'est de dire que leur comportement, en fait, peut être représenté par, en fait, derrière un modèle qui prend en compte ces calculs. Donc on peut se dire que ça c'est assez simple, et puis en plus ça peut être reproduit, et puis si je suis une autorité publique, je peux aussi faire ce même type de calcul et voir comment est-ce que les agents vont se comporter. Donc c'est aussi une règle de décision qui est facilement utilisable. Autre avantage, c'est que le fait de distinguer comme ça, de séparer ce qui relève des croyances de ce qui relève en fait des conséquences. Donc ces conséquences, elles peuvent être multiples, ça peut être des conséquences financières, mais ça peut être évidemment des conséquences liées directement au bien-être ou à l'état de santé. Le fait de séparer, ça va permettre également de mesurer assez facilement l'attitude vis-à-vis du risque des individus, c'est-à-dire le goût en fait pour le risque, ou au contraire l'aversion en fait pour le risque des individus. Alors pour être peut-être un peu caricatural, l'idée c'est que si je prends l'aversion pour le risque, qui est l'hypothèse qui est souvent retenue en économie, très simplement c'est l'idée de dire que les individus préfèrent à situation à peu près comparable une situation sans risque qu'une situation avec du risque. On n'aime pas trop être dans une situation risquée. C'est généralement l'hypothèse qui est retenue. Dans un cadre dynamique, donc lorsqu'on a à faire des choix sur plusieurs périodes, ce qui généralement se fait dans la vie courante, eh bien c'est également un cadre qui est assez simple, puisque dès lors qu'il y a une nouvelle information qui arrive, donc je n'ai pas forcément toutes les informations, puisque je suis par exemple en situation même d'incertitude, j'ai des informations qui arrivent, donc j'ai une information plus précise sur les situations futures, et bien cette nouvelle information, elle peut être intégrée très facilement dans ce modèle par, alors pour ceux qui connaissent, une révision des croyances selon la règle de Bayes, sinon on peut laisser ça entre parenthèses. Disons que le cadre dynamique se prête assez facilement à cette modélisation. Non, c'est ici. Donc c'est ce qui peut expliquer en fait que la grande majorité des travaux en économie, et encore aujourd'hui en fait, utilisent ce modèle. Alors quand je dis grande majorité, c'est la très grande majorité, je ne saurais pas dire combien, mais comme ça je dirais bien au moins 90% des travaux. Je ne dois pas être très très loin, voire plus. Il n'empêche que il y a des limites à cette représentation. Ces limites, elles ont été soulevées très rapidement, puisqu'on se retrouve encore la deuxième moitié du XXe siècle, mais on est quand même très très proche des années 40-50. Donc ces modèles ont été remis en cause
différents angles. Tout d'abord, il y a un certain nombre d'études expérimentales qui ont montré que les individus généralement ne se comportent pas comme ce que les modèles en fait prévoient. Donc ça a été fait notamment par Maurice Allais dès 1953, qui a obtenu notamment le prix Nobel en économie. Bon, pas forcément sur ce concept. Bon, c'est un des rares prix Nobel d'économie français. C'est pour ça que je le souligne ici. Donc il y a eu ensuite, notamment dans les années 70-80, un certain nombre d'études expérimentales qui montrent que dans la grande majorité des situations, eh bien, les individus ne se comportent pas comme ce que devraient se comporter si on suit les prédictions de ce modèle. Il y a également des limites théoriques importantes qui ont été soulevées par ce modèle, notamment par le fait que ce modèle est assez simple et qu'il ne sépare pas notamment croyances et conséquences, et donc qui mélange un certain nombre de concepts. Donc il y a des paramètres qui reflètent en fait différents types d'attitudes, de goût des individus sur un certain nombre de points. Notamment en dynamique, mais pas seulement. Donc il y a une limite théorique importante. Et puis des paradoxes empiriques, donc qui sortent des études expérimentales, c'est-à-dire que sur les marchés, on peut dire, eh bien, on observe des comportements qui ne correspondent pas à ce que peuvent prédire les modèles théoriques. Donc il y a un certain nombre de limites, et puis peut-être plus récemment, encore que ça commence à remonter à une bonne trentaine d'années maintenant, on a l'observation de comportements qui sont différents lorsque les individus sont face à une situation de risque, à une situation d'incertitude. Et notamment, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, si on retrouve l'idée que généralement les individus présentent de l'aversion pour le risque, ils présentent également ce qu'on va appeler de l'aversion pour l'ambiguïté. Donc, qu'est-ce que c'est de l'aversion pour l'ambiguïté ? C'est, en gros, l'idée de dire qu'ils n'aiment pas, en fait, se retrouver dans une situation d'incertitude sur, justement, des probabilités qui pourraient exister. Donc, ces situations d'incertitude, en fait, sont assez peu appréciées, on va dire, par les individus, voire ils préfèrent une situation de risque qu'une situation d'incertitude. Donc ces observations, ces études expérimentales ont traîné le fait que les économistes ont cherché à prendre de plus en plus en compte ces comportements qu'on pourrait qualifier d'irrationnels précédemment, en tout cas des anomalies, des biais, comme ça a été dit précédemment. Très rapidement, qu'est-ce qu'on appelle une anomalie? En tout cas, pour nous, économistes, une sorte d'une irrégularité. J'ai une irrégularité. Ah oui, ça dépend. J'avais pas la suite de la phrase, pardon. Donc une régularité comportementale qu'il est difficile de rendre compatible avec les modèles standards de la théorie de la décision. En gros, en fait, ce qu'on va appeler également des biais, c'est-à-dire qu'on a des modèles qui nous proposent finalement, lesquels on peut avoir des prédictions sur les comportements qui ne sont pas ceux qu'on observe régulièrement niveau soit sur les marchés, soit lors d'études expérimentales. Donc comme je vous disais, pour beaucoup, on va considérer que c'est en fait de l'irrationalité, mais ce qu'on va appeler l'économie comportementale, la théorie de la décision dans l'incertain, va plutôt chercher à rendre, entre guillemets, rationnels ces comportements, c'est-à-dire à expliquer en fait ces comportements qui pourraient paraître irrationnels. Alors, pourquoi est-ce que ces comportements pourraient paraître irrationnels? Pour deux points. Donc, cette interprétation d'irrationalité, elle repose sur deux hypothèses. Tout d'abord, une hypothèse factuelle. Donc, les comportements qui sont observés soulignent que les individus, en fait, n'obéissent pas au modèle standard de la théorie de la décision. Et alors que c'est ces modèles qui devraient correspondre à effectivement les bons modèles de décision, et puis une hypothèse peut-être plus normative, qui sont que les hypothèses de ces modèles standards sont des hypothèses qui sont nécessaires à la rationalité. Donc si on propose un certain
modèle de décision, de représentation des préférences, eh bien, c'est parce que ce modèle-là, derrière ce modèle-là, on a des hypothèses qui sont des hypothèses de rationalité. Donc, si les individus, en fait, ici, viennent contredire finalement quelque part ces modèles, ça veut dire qu'ils viennent contredire les hypothèses de rationalité sous-jacentes. Et donc, ils seraient irrationnels. Alors, face à des choix incertains, comme je disais, on a un certain nombre de comportements. On peut observer que les comportements s'éloignent assez souvent, finalement, des prédictions théoriques, si je reprends les modèles de décision standard. Donc, il y a eu aussi beaucoup de travaux qui ont été faits dans les années 70 par Amos Tversky et Daniel Kahneman, qui est plutôt psychologue de façon, enfin à l'origine, même si Daniel Kahneman a obtenu également un prix Nobel d'économie pour ses travaux, qui remettent donc en cause justement ce modèle standard, dominant, en tout cas en économie, qui avait été proposé au milieu des années, enfin dans les années 40-50. Alors juste, oui, peut-être une petite remarque. Avant, on va dire la croissance ou l'importance qu'on a donnée à ce qu'on appelait l'économie comportementale, on avait déjà en fait des auteurs qui réfléchissaient notamment à ces questions de rationalité ou d'irrationalité, aux questions de traitement de l'information et donc des situations où on n'avait pas forcément toutes les informations d'incertitude, avec notamment l'introduction du concept de rationalité limitée dans les années 1950 par Simon. Donc il y a quelque part un nouveau champ de recherche en théorie de la décision dans les années, depuis voilà, je dirais une trentaine, peut-être une quarantaine d'années maintenant, puisque le temps passe, avec donc des modèles qui permettraient en fait de mieux prendre en compte les comportements qui sont observés, qu'on a qualifiés ou peut même encore qualifier d'irrationnel, et puis un nouveau peut-être domaine de recherche avec des situations dans lesquelles les gens évitent l'information. En fait, ne cherchent pas, ne souhaitent pas obtenir de l'information, parce que jusqu'à présent, même avec ces modèles un peu différents, on peut dire considérait, notamment en économie, que on avait ce qu'on appelle une valeur positive de l'information, c'est-à-dire que les individus, c'est vrai également pour les entrepreneurs en fait, souhaitaient obtenir plus d'informations. L'idée étant, si j'obtiens plus d'informations, je vais pouvoir, en tout cas, prendre une meilleure décision. Plus récemment, surtout dans des situations, on observe des situations où, dans lesquelles en fait les individus en fait ne cherchent pas à obtenir d'informations, ne veulent pas obtenir d'informations. Donc notamment un article de Goldman et ses co-auteurs de 2017, dans lequel ils observent que les gens choisissent des options qu'elles n'obtiennent pas en fait des informations. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Voilà. D'études qui ont été menées, notamment en finance comportementale. Ah non, ça c'était pas... oui, voilà, c'était pour l'information, c'était bien ça. Donc des investisseurs, il y a tellement de travaux en finance comportementale. Donc les investisseurs sont moins enclins à vérifier leur portefeuille en ligne lorsque la bourse est à la baisse qu'à la hausse. Donc là encore, ils vont moins vérifier, moins obtenir d'informations, sans qu'il y ait de raison apparente à ce comportement. En santé, ce qui nous intéresse peut-être plus aujourd'hui, des individus qui ne vont pas obtenir les résultats d'examens médicaux. Donc ça vient complètement contredire en fait les prédictions en économie, et finalement ce sont des comportements qu'on ne peut pas en tout cas comprendre avec nos modèles en économie, mais qui sont intéressants, qui sont de plus en plus travaillés et qui nous interrogent aujourd'hui avec des situations d'incertitude. On a l'impression, notamment en santé, que ces situations d'incertitude, en fait, elles s'accélèrent, quoi. Je pense à la crise Covid, mais pas seulement. Je discutais récemment avec des collègues en médecine, et dont un qui me disait mais la crise Covid, c'est une petite crise par rapport à ce qu'on attend.
j'ai pas demandé de détails, mais bon, s'ils considèrent que c'est une petite crise, ça rend pas très optimiste. Alors, il y a un autre sujet également qui va nous interroger, c'est le rôle des émotions. Et là encore, en fait, en économie, on prend de plus en plus en compte le rôle des émotions ou de sentiments dans des situations notamment risquées ou incertaines qui vont nous permettre en fait de comprendre les comportements des individus dans ces situations. Donc ces réactions qui sont liées à des émotions, elles vont entraîner en fait des comportements qui vont paraître là encore irrationnels. Et donc l'idée c'est d'intégrer finalement ces émotions dans nos modèles pour comprendre la manière dont les individus vont se comporter et finalement, quelque part, je dirais, entre guillemets, rationaliser ces comportements qu'on pourrait considérer comme irrationnels. Donc les comportements, ils peuvent être influencés par les émotions à l'instant donné, au moment où l'individu prend sa décision, mais ça peut également jouer, enfin, ce qui peut également jouer, c'est l'anticipation, d'émotions qui vont être procurées par telle ou telle conséquence si je prends une décision. Et ça aussi, c'est pris en compte comme les émotions qui ont été, comme l'expérience ou les émotions qui ont été vécues précédemment. Donc tout ça m'amène à dire que les économistes ont proposé, en se nourrissant des travaux des psychologues, de nouvelles représentations de préférences dans le risque, notamment dans l'incertain, qui viennent qui viennent répondre aux limites du modèle standard, notamment par la prise en compte d'un lien entre les conséquences et les croyances. Et donc dans ces nouvelles représentations, un certain nombre, on peut avoir ce lien entre conséquences et croyances qui se manifeste par le fait que le poids accordé à une décision par un individu va dépendre du résultat lui-même. Donc, autrement dit, la croyance qu'on a que cette conséquence va effectivement être réalisée va dépendre du résultat de cette conséquence et va dépendre également éventuellement de l'ordonnancement des conséquences, c'est-à-dire que va dépendre, alors l'ordonnancement dans le sens où on a une conséquence qui va être préférable à une autre, plus appréciable en tout cas qu'une autre, et le fait d'avoir un ordre dans ces conséquences, si je prends la santé, je préfère, et je pense que c'est vrai pour tous, être en bonne santé qu'en mauvaise santé, en fait le poids que je vais accorder à la bonne santé va dépendre du fait que la bonne santé est mieux appréciée que la mauvaise santé. Donc il y a un lien entre conséquences et croyances. Et puis l'autre point, c'est qu'on va prendre en compte l'attitude donc vis-à-vis de l'ambiguïté, c'est-à-dire si l'individu présente de l'aversion pour l'ambiguïté, donc n'aime pas ces situations d'incertitude, ou au contraire pourrait apprécier finalement ces situations d'incertitude. Donc sont arrivés depuis les années 90, je dirais, un certain nombre de modèles qui prennent en compte notamment ces notions d'ambiguïté, donc des nouvelles représentations de décisions face à l'incertitude, et on a un grand nombre de modèles d'ambiguïté qui ont été proposés pour représenter ces comportements individuels. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle qui domine en économie pour représenter ces situations d'incertitude. Donc parmi ces nouvelles représentations, donc on a un certain nombre de modèles, et finalement, donc on a plusieurs modèles à disposition, et le choix du modèle pour nos travaux va dépendre de la situation que l'on souhaite traiter, donc du type d'information qui est disponible, du contexte spécifique. Alors quand je dis le type d'information disponible, parce que la situation d'incertitude, en fait, elle est très vague. On peut se retrouver dans une situation où on n'a vraiment aucune information. Donc, voilà, une crise, une pandémie, peut-être qu'on n'a aucune information sur l'éventuelle survenance d'une pandémie dans les 2 ans, dans les 3 ans.
Le climat, pendant longtemps, en fait, on n'avait pas beaucoup d'informations, mais on peut avoir des situations, on a quand même des informations, même si elles ne sont pas précises. Si je prends encore le climat, on a des scénarios qui sont proposés. Donc on peut très bien se dire, voilà, j'ai la probabilité que le réchauffement soit de plus, alors je sais plus où on en est maintenant, on va dire plus 3 degrés, dans 50 ans, elle est comprise dans un intervalle. En tout cas, on a une certaine information. C'est pas exactement, on n'a pas une information très précise, mais on a quand même une idée. Et en fonction du type d'information dans lequel on est, on va choisir tel ou tel modèle. Alors, en santé. Donc en santé, on pourrait se dire, l'ambiguïté, les situations d'incertitude, elles sont assez courantes finalement dans la prise de décision en matière de santé, par les individus. Alors par les individus, mais également par les médecins. On pourrait dire que le choix d'un traitement parmi différents traitements pourrait être une situation d'incertitude. On n'a pas forcément toutes les conséquences précises, en tout cas, on ne sait pas forcément accorder des probabilités à toutes les conséquences possibles du choix de tel ou tel traitement. On a des effets secondaires, mais est-ce qu'on connaît exactement la probabilité que tel effet secondaire survienne ou pas? Ça paraît assez peu évident, que ce soit du côté du médecin ou du côté du patient. On ne sait pas exactement. Alors, si je reprends la situation Covid au moment des vaccins, il y avait une incertitude sur l'efficacité des vaccins. On est plutôt dans des situations plutôt d'incertitude que du risque. Donc, plutôt des situations qu'on va qualifier aujourd'hui en économie d'ambiguïté. Donc je vous ai mis quelques exemples, donc prise de décision clinique, mais également donc ça vaut santé sur tout ce qui est adoption de modes de vie sains. Donc ça peut être l'alimentation, ça peut être la pratique sportive, quelles conséquences ça a sur la santé. Généralement on est plus dans une situation d'incertitude que dans une situation de risque. Donc c'est vrai du côté des médecins, c'est vrai du côté des individus, c'est vrai également au niveau de l'autorité publique. Lorsqu'il y a des décisions de santé publique à prendre, des politiques de santé publique, ça se fait aussi en situation d'incertitude. Or, si on regarde ce qui se fait en économie de la santé, on a généralement négligé ces situations d'incertitude. Donc on a une littérature qui est très abondante sur la prise de décision en santé dans un contexte de risque, que ce soit du côté de la décision médicale ou des choix individuels, mais on a assez peu en fait de recherche sur les choix individuels en présence d'ambiguïté. Donc ça c'est vraiment, à mon sens, un champ de recherche à aborder pour les économistes. De la santé notamment, mais également des économistes du risque et de l'incertain qui pourraient s'emparer de ce champ de la santé. Si je reprends la littérature sur les risques en santé, donc on a une littérature abondante, cependant on a une littérature qui est quand même assez pauvre si on sort du modèle standard de décision dans le risque, dès lors que on veut prendre en compte le fait que les individus ne se comportent pas, comme je vous l'ai dit, selon le modèle qui prévaut en économie. Alors, on a quand même un certain nombre d'études qui ont montré que justement, face à des risques sanitaires, les individus ne se comportent pas en fait comme si on utilisait des probabilités, on va dire objectives, en tout cas les informations objectives, mais ont tendance en fait à percevoir finalement les risques de santé de façon un peu différente et puis différente du risque objectif. Donc il y a des travaux qui ont cherché à voir s'il y avait des attitudes différentes entre un risque de santé et un risque financier par exemple. Donc est-ce que les agents donc les individus se comportent de la même manière selon le type de risque? La réponse, c'est non. Alors ça peut, ça dépend en fait des configurations, mais l'attitude vis-à-vis d'un risque sanitaire peut différer de l'attitude vis-à-vis d'un risque financier. Ça veut dire qu'il ne faut pas modéliser de la même manière le risque sanitaire du risque financier. Alors, ça peut paraître peut-être évident pour beaucoup, mais ça ne l'était pas et ça n'est toujours pas pour la majorité des économistes.
Donc la perception des risques sanitaires qui peut diverger considérablement du risque objectif, ça je l'ai dit, et différents facteurs en fait qui peuvent expliquer ces perceptions des risques sanitaires. On va retrouver finalement des facteurs qui paraissent assez intuitifs, comme l'état de santé des individus. En fonction de son état de santé, eh bien, on va percevoir un risque sanitaire différent d'un autre individu qui ne serait pas dans le même état de santé, en fonction de l'âge et en fonction du genre. Également, alors en économie, on a depuis longtemps observé que les femmes présentaient plus d'aversion pour le risque, par exemple, que les hommes, ce qu'on va retrouver en santé. Donc ça n'a pas empêché, comme je vous disais, la marché des travaux de continuer à utiliser ce modèle standard. Bon, mais comme ça l'est dans beaucoup de champs de l'économie, dès lors qu'on s'intéresse aux situations de risque. Alors avec une collègue, Meglena Geleva, puisque on s'intéresse à ces perceptions des risques, à ces comportements qui ne sont pas représentables par des modèles standards, on s'est intéressé aux questions de la santé, pas les seuls, d'autres, notamment Bayon et ses co-auteurs également, et notamment dans le cadre de choix de prévention santé, on a montré que la perception du risque, le fait de prendre en compte la perception du risque est crucial si on veut comprendre les comportements de prévention en santé des individus. Donc peut-être deux points qui me semblent remarquables. Le premier point, c'est que les individus même s'ils ont accès à l'information, ne vont pas forcément rechercher cette information lorsqu'ils font face à un risque sanitaire. Je vous avais déjà parlé de l'étude qui montrait que les individus ne vont pas chercher les résultats médicaux, mais c'est vrai également dans le cas de la prévention santé, ils ne vont pas forcément aller chercher de l'information. Et puis l'autre point, c'est que finalement, on peut distinguer plusieurs catégories d'individus qui nous permettent de mieux comprendre ces comportements de prévention vis-à-vis de la santé. On va avoir en fait, on va dire 3 types d'individus. C'est des individus qu'on va qualifier qui seront pessimistes et qui vont tendance à surestimer finalement la probabilité de survenance de maladies et qui vont investir massivement dans la prévention. Donc ils vont surinvestir finalement dans la prévention. Des individus au contraire qu'on va qualifier plutôt d'optimistes qui auront tendance à sous-estimer la survenance de la maladie et donc qui vont négliger la prévention et qui vont pas suffisamment investir dans la prévention. Alors investir dans la prévention en sens économique, ça peut être aller faire du sport, c'est un investissement dans la prévention, c'est pas forcément un investissement financier. Donc peut-être manger des fruits et des légumes, voilà, c'est un investissement dans la prévention. Et puis, autre point, on va avoir des individus qu'on a qualifiés de fatalistes, qui pourraient être pessimistes ou optimistes, mais en fait qui vont surtout considérer que finalement, faire de la prévention, ça n'a aucun impact, et donc ils ne vont pas faire de prévention. Et ça peut notamment expliquer le refus des vaccinations. Ça sert à rien finalement d'aller se faire vacciner, ça sert à rien d'avoir une alimentation saine, ça sert à rien d'aller faire du sport, ça ne va absolument pas modifier, en tout cas pas avoir de conséquences sur la survenance de maladies. Donc ces comportements-là ne peuvent pas être expliqués si on utilise le modèle standard qui avait été proposé par von Neumann et Morgenstern. Alors l'attitude vis-à-vis de l'ambiguïté et la santé, alors si perception des risques et santé, il y a une littérature qui est assez pauvre, vous imaginez bien qu'ambiguïté et santé, la littérature elle est encore plus pauvre déjà qu'en général. On a très peu d'économistes qui s'intéressent à l'ambiguïté, mais alors donc si dans ce champ, on va avoir un sous-champ qui est la santé. Il n'empêche que il y a eu des études récentes qui ont étudié les attitudes envers l'ambiguïté en matière de santé, et qui ont cherché à voir s'il y avait des différences d'attitude entre le risque et l'ambiguïté. Alors, je cite l'étude, de rares études qui s'est donc intéressée à ce problème-là, qui a été faite par Atema, Bleckrot et Laredon en 2018, qui ont montré qu'il fallait distinguer déjà un contexte de gain et un contexte de perte, ce qu'on obtient
une meilleure santé, on va dire on est dans une situation plutôt de gain, ou alors on est dans un contexte où le risque, c'est un risque de perte. Donc dans le cas de gain, il n'y a pas de différence entre attitude dans le risque et ambiguïté. Autrement dit, la notion d'ambiguïté, elle n'est pas pertinente. En revanche, et c'est ce qui nous intéresse finalement, dans un contexte de perte en santé, ce qui nous intéresse parce que le problème de la santé, c'est lorsqu'il y a un risque de perte, lorsqu'il y a des problèmes de santé, les individus deviennent plus pessimistes lorsqu'ils sont en situation d'ambiguïté, donc lorsqu'ils sont vraiment dans cette situation d'incertitude, et donc ils accordent une valeur positive à la réduction de l'ambiguïté. Donc ça veut dire quoi en économie? Ça veut dire qu'ils sont prêts à payer pour réduire cette situation d'ambiguïté, éventuellement se retrouver dans une situation de risque, donc obtenir de l'information. Alors, dans le cas d'ambiguïté et de prévention santé, donc je voulais vous présenter très rapidement deux articles auxquels j'ai contribué récemment. Donc un sur les essais cliniques, les campagnes de vaccination en présence d'ambiguïté, donc un article qui a été coécrit avec Hippolyte Dalby et Jocelyn Thuillier, sorti l'année dernière, où on a cherché à formaliser pour la première fois en fait une campagne de vaccination dans un cas de théorie de décision en ambiguïté. Et là, c'est que donc on est dans une situation de éventuellement vaccination ou pas, en tout cas on est dans une situation de maladie, et les individus peuvent fournir un effort, c'est-à-dire investir là encore quelque part dans la prévention, donc avoir adopté certains types de comportements. Si je prends la crise Covid, c'est mettre un masque, c'est se laver les mains, voilà, ça c'est de l'investissement en prévention, c'est ce qu'on va considérer comme de l'effort de prévention. Et l'objet notamment de cet article, c'est d'étudier comment l'aversion pour l'ambiguïté va affecter ces comportements et comment est-ce que ça va jouer finalement sur l'estimation pour tenir de l'efficacité du vaccin dans les essais cliniques et puis après les essais cliniques, des campagnes de vaccination. Ce que l'on a montré, c'est que les individus qui participent à un essai clinique de façon bénévole, comme ça se passe en France, ne sont pas les mêmes que ceux qui n'y participent pas. C'est-à-dire qu'il y a un effet comportement, il y a un effet qui n'est pas forcément pris en compte, notamment par les médecins dans le cas de ces essais cliniques. Donc on va avoir des individus qui sont plus optimistes, parmi l'ensemble de la population, on va avoir les individus les plus optimistes vis-à-vis de la vaccination qui vont davantage participer à ces essais. Et donc ça va venir biaiser, ça peut venir biaiser finalement le résultat de ces essais. Pourquoi? Parce que comme ce sont des individus qui sont plus optimistes, ils vont aussi adopter d'autres comportements d'efforts, de prévention à côté de ces essais cliniques qui peuvent modifier finalement les résultats de ces essais et donc l'efficacité que l'on peut en retenir. Donc ça, il y avait déjà des travaux qui avaient empiriques là-dessus, qui montraient que voilà, pendant des essais, les individus peuvent avoir certains comportements, notamment alimentaires, qu'ils n'auraient pas en dehors de ces essais. Donc là, on l'explique notamment par cet optimisme dans une situation d'ambiguïté. Et donc, comme l'efficacité du vaccin dépend des comportements, donc d'efforts non observés, et puis d'un effet biologique, c'est pas toujours facile de distinguer en fait ce qui ressort en fait du comportement, donc des efforts qui ne sont pas observés, et de l'effet purement biologique. Une autre application, si je puis dire, de ces modèles d'ambiguïté sur lequel donc j'ai travaillé dans le cadre de la prévention santé uniquement. Donc c'est dans un article aussi de cette année, publié cette année avec Mélina Geleva et Olivier Renaud. Alors c'est un article qui dépasse un peu le cadre de la santé, mais dans lequel en fait on propose une modélisation des préférences sur plusieurs périodes, dans lequel en fait les attitudes vis-à-vis de l'ambiguïté peuvent dépendre de l'expérience passée des individus ou des émotions.
Et donc, si on reprend le cas des émotions, donc les émotions dans ce modèle-là vont modifier la manière dont les individus vont percevoir cet environnement d'incertitude, donc leur préférence finalement, leur aversion vis-à-vis de l'ambiguïté. Et comme de manière similaire que dans le cas du risque, ou dans lequel certains auteurs en fait ont montré que lorsqu'il y a une crise sanitaire, il y a une augmentation de l'aversion individuelle pour le risque, eh bien, nous, de cette même manière, on se dit, lorsqu'il y a crise sanitaire, il va y avoir un sentiment de peur, donc c'est une émotion qui va entraîner une augmentation de l'aversion à l'ambiguïté. Donc ça, il y a eu des travaux expérimentaux sur le lien entre émotions, notamment la peur, sur l'aversion vis-à-vis du risque ou vis-à-vis de l'ambiguïté. Et donc, en considérant que ça va venir jouer sur les émotions, et donc que ça va entraîner une modification de la manière dont les individus perçoivent finalement cet environnement incertain, on peut notamment expliquer des variations dans les taux de vaccination qui ont été observés depuis quelques années maintenant en France. Alors, pour terminer, peut-être en guise de discussion, conclusion, la question c'est: qu'est-ce qu'on fait en fait de ces modèles, de ces comportements observés au niveau individuel pour élaborer une politique publique? Parce que bon, même si effectivement on s'intéresse au comportement, derrière il y a quand même quelles décisions publiques on peut prendre, sachant que les comportements sont pas forcément ceux auxquels on s'attend, et sachant que en économie, ce que l'on souhaite, comme dans beaucoup de disciplines heureusement, c'est d'améliorer le bien-être de la société. Donc la décision publique qui doit être prise en compte, elle doit être là pour améliorer le bien-être de la société. La question c'est: comment est-ce qu'on va mesurer ce bien-être en situation de risque et d'incertitude, sous quels critères? Donc on a déjà ce problème, même sans le risque, mais avec du risque, est-ce qu'il faut prendre en compte, par exemple, le fait que les individus n'utilisent pas les risques de façon objective? Est-ce qu'il faut prendre en compte la perception individuelle des risques? Alors dans un article, il y a un certain nombre d'années maintenant, on avait étudié les deux cas de politique publique. Dans un cas où on avait un gouvernement, une autorité publique qui représentait finalement les préférences individuelles, comme ça se fait assez couramment en économie, et donc avec ces biais, si on peut dire, en tout cas avec les différentes perceptions des populations, et puis un cas où on avait une autorité publique représentée donc par un gouvernement qui avait ses propres préférences et ses propres perceptions du risque. Évidemment, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc c'est une question qui se pose, qui a été posée par d'autres auteurs également, sur comment est-ce qu'on gère globalement les risques par les autorités publiques lorsque la population en fait présente des perceptions de risques différents. Donc c'est une question ouverte, et quid de la présence d'ambiguïté? Est-ce que l'autorité publique qui doit mettre en place une politique de santé publique, par exemple, face à une situation d'ambiguïté, doit prendre en compte le fait que les individus présentent de l'aversion pour l'ambiguïté, et comment est-ce que ça peut être pris en compte? Ou est-ce que l'autorité publique a elle-même finalement une préférence vis-à-vis de l'ambiguïté, et ça va venir guider son choix? Vous voyez que si on a en tête le critère d'amélioration de bien-être de la société, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on va représenter ce bien-être. Est-ce qu'on va prendre en compte la perception du risque lorsqu'on représente le bien-être? Est-ce qu'on va prendre en compte l'aversion pour l'ambiguïté lorsqu'on représente le bien-être? Si on a alors je caricature, si on prend une population qui est extrêmement optimiste, est-ce qu'on va mettre en place une politique et on va donner de l'information à ces individus, et ces individus vont être finalement moins optimistes après la politique, mais s'ils deviennent plus pessimistes, ça veut dire qu'on va diminuer en fait leur bien-être, parce qu'ils seront moins bien, ils seraient mieux dans un monde optimiste où ils ont l'impression que tout va bien. Donc cette question du critère en situation de risque et d'incertitude est ouverte d'ailleurs, est une vraie question qu'il faut investir, je pense, en économie. Et donc pour conclure, vous voyez qu'il y a un champ important d'investigation théorique, mais également empirique pour tout ce qui touche à la santé en situation d'incertitude. C'est un champ qui
naturellement va se nourrir de disciplines connexes, donc la psychologie, sciences cognitives, mais également la sociologie, avec notamment l'étude de groupes, de populations et de comportements. Donc c'est effectivement un champ économique très particulier qui est quelque part déjà, très en prise avec d'autres, qui se nourrit déjà d'autres disciplines. Et puis derrière, des enjeux évidemment de santé publique qui sont très importants. Voilà, je vous remercie.